Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Les expositions ventes continuent toujours au réseau national des chambres de l'agriculture du Niger, RECA en abrégé. C'est toujours des divers produits exposés, une transformation locale de nos produits alimentaires. Des transformations dont beaucoup de clients ignoraient l'existence, mises en œuvre grâce à la magie de ces vaillantes personnes. De la feuille du moringa allant au mil, en passant par le clou de girofle, l'ail et j'en passe. Ce matin, nous avons la tisane, ce que vous avez devant nous. La tisane qui est composée d'ingrédients comme des basilic, citronnelle, clou de girafe, c'est en farine, clou de gingembre, c'est en poudre aussi, basilic, ainsi de suite, etc. Nous avons aussi la tisane de Agalacham. Agalacham, c'est un arbre touareg qui est utilisé en cas de maux de ventre ou bien de maux de tête, tout ça là. Il y a aussi Yazi, Hakin Zango, il y a aussi Tézéré Gadet. Tout ça là, ce sont des tisanes. Il y a aussi ma commune est une commune reine de pommes de terre. Il y a aussi le couscous de la pomme de terre qui est là. Et il y a aussi les inficettes de Magaria, parce qu'il faut valoriser aussi notre arbre, notre fruitier, Tambara. Notre fruitier, notre fruit, il ne faut pas seulement en consommer. Et cet arbre-là, au moment voir, il faut aussi en profiter et en voir un inficette. C'est comme du lupton. Là, à chaque moment que vous voulez, vous en venez, vous prenez, si c'est de l'eau fraîche ou bien si c'est dans l'eau chaude. En fait, ce marché du RECA, c'est ce que nous appelons communément le marché du samedi. Donc, il y a les mamans transformatrices qui sont là et il y a notre GIE qui vend des produits frais. Donc, c'est des produits bio qui sont cultivés sans engrais ni pesticides chimiques. Vous avez l'entreprise Gorobi qui est spécialisée dans la chaîne de valeur de moringa qui expose aujourd'hui ses produits ici. Donc, c'est toutes les possibilités qu'on peut développer à travers le moringa qui sont présentées ici. Oui, en fait, ici nous exposons d'abord notre produit phare qui est l'huile de moringa. C'est une huile qui est pure et qui est extraite à partir des amandes. Et nous avons aussi les tisanes, la poudre de moringa. Et nous avons une gamme de produits qui est certifiée EcoCert. Ça veut dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'exporter sur le marché international. On peut exporter dans l'Union européenne, toute l'Union européenne. On peut exporter au Canada et aux États-Unis. Et ces produits peuvent être reconnus là-bas comme produits bio. Bon, soutien du Niger, c'est trop dire. Nous sommes, notre GIE est sous ancrage du RECA. Mais il y a eu avant-hier la première cérémonie officielle, on va dire, qui a concerné le moringa, qui est la semaine du moringa. Et c'est, on va dire, la première fois que quand même les autorités du Niger s'intéressent à cette filière. Mais le soutien, nous l'espérons et nous profitons de votre micro pour faire un plaidoyer justement pour que les autorités s'impliquent plus concrètement pour en faire du moringa vraiment cette spéculation, cet or vert là dont on parle. On a les yaourts, on a les fromages. Comme vous voyez, on a le fromage sec qu'on appelle ça au choukou. On a le fromage frais qu'on appelle wagassi. Donc on a les fromages aussi pour le boussin. Fromage persiadé qu'on cultive dans le fond. On a aussi le jus de gingembre et le jus de citron. On est en train de nous battre la force pour faire ce qu'on va faire pour reconquérir nous aussi. Mais dommage, au Niger, vous savez, c'est pas comme ça. Voilà, c'est notre inquiétude comme ça. Maintenant, tu vois, c'est les expatriés, même expatriés qui mettent nos marchés en valeur, pas nous.
Et c'est triste aussi. Nous, on veut que tout le monde vienne. Tout le monde vienne, mais eux, ils ne viennent pas. C'est les expatriés qui viennent. Donc ça, c'est une perte pour nous, quoi. Ça, c'est le pain de mie, le pain céréales. Sorgho, mil, maïs. Ça, c'est le pain de la patate douce en chair orange, en boule. Le pain, on a fait des pains en boule. Ça, c'est le pain de sorgho. Le pain de mil. Le pain complet. On fait des biscuits au nébé, au mil. Ça, c'est au nébé, mais petit sachet. Ça, c'est nébé encore. Ça, c'est au mil. On fait même au sorgho. Ça y est là. Je parle, les chassés sont finis. Les gens n'ont qu'à venir acheter. Parce que toutes nos choses, c'est naturel. C'est à base de les mil et les sorgho qu'on a ici au Niger. Tous ces produits sont 100% naturels, tout ce dont l'organisme humain a besoin pour son développement. Besoin de faire un tour pour voir de visu. Les produits sont exposés tous les samedis sur la voie allant du ministère des Affaires étrangères à l'hôtel Bravia, juste derrière le cabinet du Premier ministre. Situé à environ 900 mètres de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 5, le bord du deuxième pont de la capitale du Niger est de plus en plus menacé par une insalubrité grandissante. Cette remarque de désolation en plein centre-ville de la capitale, en particulier à la rive droite au bord du fleuve Niger, peut avoir des conséquences sur la santé mais aussi sur l'environnement. Devant ce phénomène d'absence d'hygiène et d'assainissement, les responsabilités se partagent entre population et autorités. Les autorités de la ville de Niamey doivent prendre les dispositions nécessaires pour assainir cet espace. Et la population qui cohabite avec ces ordures doit pour sa part accompagner ces autorités pour assurer l'hygiène et l'assainissement et éviter le comportement insalubre qui injure avec le civisme et la civilité, pour que notre capitale réponde réellement aux normes d'une ville moderne. Elles sont nombreuses dans le monde. Les filles mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de la loi? Parlez-nous des lois en vigueur en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Par rapport aux lois en vigueur, il faut d'abord rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant lutte également contre le mariage des enfants. Au-delà de la Convention internationale, il y a également la Constitution du Niger qui également protège les enfants, mais également le Code civil applicable au Niger. Il faut retenir que selon les dispositions du Code civil applicable au Niger, il est interdit à tout garçon de moins de 18 ans de se marier et à toute jeune fille de moins de 15 ans. Donc c'est là l'ensemble de l'arsenal juridique protégeant l'enfant contre le mariage. Malgré les lois qui l'interdisent, cette pratique reste courante. Interviewée par Hannatou, Maïmouna Oumarou fait partie des victimes de mariage forcé, ne peut s'opposer à la volonté de sa famille. Maïmouna accepta le mariage à condition de poursuivre ses études. Ay singana zan sai amalai sun mun ga ai fito kaka inda yin hamda shadno ane aga san bunu ai mito ba kan sai ne tintan da shi jamino ai ne aiwo duman ta ai dicin wa ai tigi ne so ayadda mi cewa ai dicin bon aga yi abun ne da san
Dozon kanu irane nispe pamato no. Wani no asti ko no yada ko mai wai Dubai to no ai gudi hande to ai gudi an kai no milai an yara kom iru salsa yanno no to sai ko tela kai ai gudi dai to ai gudu hai kan ai Dubai dir sai ba asino bara ne ai to ai wai din ba ne da musar ne ya to kuma ai wudi ya ai ba. Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour lutter contre le mariage des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage forcé ou d'enfants? Nous faisons des mécanismes de lutte contre ce fléau à travers le maintien des jeunes, filles et garçons, de l'enfant à l'école, parce que c'est également une solution pour repousser le mariage des enfants et décourager le mariage des enfants. Au-delà de ça, nous passons à la sensibilisation des parents, des enfants, des leaders communautaires et religieux pour leur dire que, attendez, les enfants ont mieux à faire que le mariage. Parce que le mariage c'est bien, mais après 18 ans c'est mieux. Si une fille vous demande de secourir pour empêcher son mariage, quels sont vos recours? En cas d'alerte, nous intervenons de manière diplomatique. Dans un premier temps, nous allons essayer de rencontrer les parents de la jeune fille pour lui montrer le manque d'intérêt de cette fille pour cette union que ces derniers veulent célébrer. Donc souvent, nous tombons sur des parents qui comprennent et qui acceptent de renoncer et tout ce qui s'ensuit. Au-delà, souvent, on tombe sur des parents qui résistent. Et là, automatiquement, nous touchons les leaders religieux et les leaders coutumiers pour leur dire que voilà, nous sommes confrontés à une situation un peu délicate, qu'il y a une fille, peut-être âgée de moins de 18 ans, ou souvent dans les cas de mariage forcé, nous leur expliquons que cette dernière est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne veut pas de la célébration de son mariage et qu'elle a besoin d'assistance. Et là, souvent, c'est ça, je prends en référence le chef de canton de Hamdallaye, pour qui je fais une mention spéciale parce qu'il a aidé plusieurs jeunes filles dans des cas très délicats. Donc souvent ça échoue au niveau des leaders religieux et coutumiers. Donc là nous sommes appelés à faire appel à la force publique. Votre appel à l'endroit des autorités publiques sur les dérivés constatés. Il faut d'abord les remercier parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, vous avez des pôles qui luttent contre les violences faites aux enfants. Donc du coup, on les remercie pour cela. Parce qu'au-delà, nous appelons aux autorités administratives, coutumières et les autorités religieuses de bien vouloir regarder dans quel cadre ils vont réétudier, réviser cette disposition afin qu'on puisse ensemble protéger les enfants. Le mariage précoce ou forcé maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. C'est pourquoi la lutte contre le mariage des enfants doit être une affaire de tous. Ceci est le constat de certaines voies bitumées de la capitale nigérienne. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction de routes, échangeurs et ponts, Niamey est confronté à un problème de circulation auquel s'ajoute aujourd'hui la dégradation des voies bitumées ou aménagées. En principe, l'entretien d'une voie bitumée débute bel et bien quelques années après sa construction. Pourtant, à Niamey, nous assistons à une dégradation accélérée des voies bitumées avant leur premier anniversaire. Construites pour rendre fluide et faciliter la circulation, ces routes, une fois dégradées, causent aussi des dégâts négatifs aux engins des usagers. Il existe plusieurs explications à ces phénomènes, dont entre autres les surcharges, l'incivisme et surtout le non-respect du cahier de charges par les entreprises contractuelles, chose qui interpelle l'autorité compétente à veiller à la qualité au lieu de la quantité, d'où la nécessité d'un véritable programme de réhabilitation pour résoudre le problème de voies en milieu urbain.
sécurité maximale pour une visite exceptionnelle. C'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine rencontre ses homologues turcs et iraniens aujourd'hui à Téhéran. Au menu de ce sommet, de nombreux dossiers brûlants, comme la Syrie. Exit l'Occident. Depuis 2017 et le processus d'Astana, le sort des Syriens est entre les mains de cette nouvelle alliance qui dit vouloir ramener la paix dans le pays. Ces questions territoriales et notre coopération sont les premiers sujets que nous aborderons aujourd'hui. Nous signifions tous notre intention de protéger l'intégrité de la Syrie. Autre guerre au centre des discussions aujourd'hui, l'Ukraine. Ankara se propose de résoudre la crise alimentaire mondiale et de débloquer les 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au large de la mer Noire. La Turquie fera de son mieux pour contribuer à la paix dans cette région et dans le monde. Nous espérons que ce problème de céréales et de nourriture sera résolu le plus rapidement possible. De son côté, le président russe veut envoyer un message à l'Occident. Il peut continuer à nouer de nouveaux partenariats à l'international comme bon lui semble, malgré les sanctions. Avec l'Iran, Poutine discute économie, pétrole, armement. Il prévoit notamment d'acheter quelques centaines de ces drones de combat iraniens pour les envoyer en Ukraine. Il est clair que nous ne pouvons pas nous développer isolément du reste du monde, et nous ne le ferons pas. Il est impossible d'ériger de telles barrières dans le monde moderne. Entre la Russie et l'Iran, les liens se resserrent à mesure que les sanctions occidentales renforcent leur isolement vers l'Ouest. Les échanges ont bondi de 80% l'an dernier entre les deux pays. Une ligne de train commerciale longue de 7000 km vient même d'être inaugurée. De la Russie, elle traverse l'Iran jusqu'en Inde. Un nouvel axe incontournable, économique, mais aussi militaire. Les exercices Russie-Iran se multiplient comme ici en janvier dernier, dans le golfe d'Oman. Ce nouveau pôle anti-occidental se constitue alors que les États-Unis se détournent progressivement de la région. Et ce n'est pas le voyage diplomatique raté de Joe Biden en Arabie Saoudite qui changera la donne. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient. Nous n'allons pas nous retirer et laisser un vide que pourraient combler la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons tirer parti de cette situation grâce à un leadership américain très actif. Mais les ambitions peu convaincantes de Joe Biden ont été éclipsées par une image et un point. Ce salut au prince Ben Salman, l'homme fort de Riyad, accusé d'être le responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Avec ce geste, Joe Biden a-t-il relégitimé le régime saoudien qu'il avait promis de traiter en paria? Est-ce que vous regrettez d'avoir traité les Saoudiens de parias? Je ne regrette rien. Question suivante. Vous ne regrettez rien? Je viens de vous répondre. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Ce qui est arrivé à Khashoggi est révoltant. Pouvez-vous nous assurer que ce genre de meurtre ne se reproduira pas? Mais quelle question idiote! La confrontation Est-Ouest qui se cristallise aussi autour du nucléaire iranien. Alors que Joe Biden a encore durci le ton la semaine dernière, Téhéran vient d'annoncer être en capacité de produire l'arme atomique. Sous les eaux de la mer Baltique se joue une part de l'avenir énergétique de l'Europe. Le gazoduc Nord Stream 1, ouvert depuis 2011, est au cœur de toutes les attentions. Long de 1224 km, il relie l'Allemagne à la Russie avec une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes par an. En 2021, 40% des importations de gaz russe vers l'Union européenne transitaient par ce canal. Mais avec la guerre en Ukraine, cette énergie est devenue une arme géopolitique. Depuis juin, Moscou a diminué ses exportations et pendant 10 jours a fait planer le doute sur une reprise des livraisons, prétextant une opération de maintenance.
Désormais, il faudra attendre plusieurs heures avant de savoir si tout est revenu à la normale. Le gaz ira en Europe via Nord Stream 1, mais à en juger par les déclarations du dirigeant russe, ce sera très probablement en volume réduit, peut-être seulement 40%. Il n'y a aucune justification pour cette réduction. D'après Moscou, un problème de turbine justifierait le ralentissement du débit de livraison. De son côté, Berlin dénonce une décision politique. En juin dernier, l'Allemagne achetait encore 35% de son gaz à la Russie contre 55% 4 mois plus tôt. Une dépendance dont plusieurs pays européens ne pourront pas se défaire d'un claquement de doigts. Bruxelles s'est dit prête à imposer une réduction de 15% des besoins de gaz dans les 27 pays membres dès le mois d'août. Fronde au Pendes Taraya, les jeunes lions veulent manger tout cru les vieux aux crocs usés. Nous apprend dans ce titre Le Courrier. Le Courrier qui rapporte que décidément les choses se compliquent au Pendes Taraya, car il n'y a pas que l'ancien président Issoufou Mamadou qui dispute le leadership au sommet de l'État au président Bazoum Mohamed. Les jeunes lions arrivés politiquement à maturité depuis que les anciens les ont introduits dans la cour des grands, sont décidés à prendre le commandement, exactement comme dans toute fratrie de lions. C'est un conflit de générations vieux comme le monde qui mine le Pendes Taraya. Il faut dire, selon le journal, que les cas du père, mère et fils ont été une source suffisante de frustration dans les rangs du parti. La plupart des vieux lions installés dans les loges du pouvoir y ont également leurs épouses et leurs enfants à des postes enviables de responsabilité. Dans les rangs du parti, on appelle ça les pères, mère et fils, écrit le journal, une façon de se moquer de cette tendance dynastique prononcée. Le système père, mère et fils a malheureusement prospéré, faisant des émules ici et là, au point où de nombreux cadres, jeunes pour la plupart, se disent trahis. Ils ont si fait pour le parti qu'ils ne comprennent pas qu'ils soient laissés en rade là où d'autres, au nom du père et de la mère, sont propulsés à la tête d'institutions et de grandes entreprises. Les prochaines assises nationales du Pendes Taraya s'annoncent rudes selon le journal. Pour Pierre Fumakoigado, Kalla Ankourao et les autres, certes crépus, mais numériquement handicapés pour tenir tête aux plus jeunes. Malgré tout, ils seraient déterminés à se battre pour rester les maîtres du jeu. En ont-ils les moyens, s'interroge le journal, pour qui rien n'est moins sûr. Selon des confidences faites au Courrier, ils seraient déjà sur le pied de guerre, résolus à mater cette rébellion. Quant aux jeunes lions aux dents longues et aux griffes acérées, qui bénéficieraient du soutien ferme du président Bazoum, ils ne comptent pas se laisser intimider. Leur argument tient la route, la plupart de ces jeunes leaders ayant sinon la cinquantaine, au moins la quarantaine. La position du président Bazoum est l'intrigue, écrit le journal. Pourquoi soutiendrait-il les jeunes lions, se demande le journal. Par pure manipulation, confie un cadre du PNDS qui a requis l'anonymat. Le président Bazoum, dont le fils est jusqu'à présent discret, quelque peu éloigné des arcanes du pouvoir, ne le fait pas par calcul, mais par conviction, renchérit un autre. 20 millions d'euros, 1 million de soldats, 6 drones, des chasseurs, chars de combat, etc. La France nous envahit, Bazoum regarde impuissant. Nous apprend pour sa part le journal L'Éclosion. Ces derniers mois, les officiels français défilent à Niamey les uns après les autres, écrit toujours le confrère, qui précise que les derniers en date sont les ministres des Armées et des Affaires étrangères arrivés à Niamey le vendredi 14 juillet. Ils ont suivi les pas de la secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Trissoula Zakharoupoulou, reçue par le président de la République, Mohamed Bazoum, le 28 juin dernier. Autant dire, selon le journal, qu'un balai de ministres de la métropole à Niamey. Pourquoi tant
d'agitation pour le Niger. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres au monde, régulièrement classé dernier en indice de développement humain par le PNUD, s'interroge le journal. Après l'humiliation qu'elle a subie au Mali, l'avenir de la France en Afrique et donc son avenir tout court se joue désormais au Niger. Le journal poursuit que, comme à son habitude, le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas fait dans la dentelle. Assumi Massaoudou a presque grondé ses compatriotes qui dénoncent le transfert de la force française à Niamey. Le ministre de la Défense vient de dire qu'avec le départ de Barkhane du Mali, un vide se crée et la menace augmenterait sur notre pays. C'est une des raisons principales pour lesquelles nous demandons à notre partenaire français de venir nous appuyer. Voulant être certain d'être bien compris des Nigériens, l'homme connu pour son extravagance verbale poursuit: nous avons besoin d'appui dans tous les domaines, y compris en personnel. Tempête Assumi Massaoudou, comme pour désavouer le président Bazoum. On se rappelle, aux premières heures de sa présidence, le chef de l'État nigérien avait déclaré que nous n'avons pas besoin de troupes au sol. Du reste, cela n'étonne pas pour qui sait que Assumi Massaoudou était le principal challenger pressenti de Mohamed Bazoum à l'investiture du PNDS Tareya, le parti au pouvoir. Mais par la force des choses, Assumi est devenu le ministre des Affaires étrangères de Bazoum. Avec une telle insistance, le pouvoir de Niamey donne la preuve qu'il n'a de stratégie ni de vision que de satisfaire la France dans ce qu'elle a choisi comme politique sécuritaire dans notre pays, le Niger. Au journal Le Monde d'aujourd'hui, d'ajouter à propos toujours de ce sujet que la mission des deux ministres français aurait pu passer comme toutes les autres dans ce pays où la France est militairement installée comme chez elle. Seulement, les deux ministres français n'ont pas choisi n'importe quelle date pour venir au Niger. C'est un 14 juillet, date commémorative de la fête nationale française. Autant dire, selon le journal, une date fétiche pour les Français, pour ne pas dire une date sacrée. Le ministre des Armées français au Niger, un 14 juillet, il y a de quoi s'interroger, écrit le journal. Certes, les effectifs militaires français sont pléthoriques au Niger. Plus de 2000 soldats et des milliers de tonnes de matériel militaire. De quoi inciter des visites régulières de la part de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Tout de même, le journal écrit que la visite des deux personnalités françaises est loin, très loin d'être conformiste. S'ils étaient venus un 13 ou un 15 juillet, il n'y aurait si tant à dire. Mais y a-t-il eu une urgence? On n'en a pas eu connaissance. Les deux ministres français se sont même déplacés jusqu'à Oualam pour visiter, disent-ils, des projets de nature agricole financés par la France, et comme il n'y a pas de 103, un prêt de 50 millions d'euros et un don de 20 millions d'euros sont annoncés. Des aspects humanitaires et sociaux qui ont servi à enrober ce séjour des deux ministres français sans toutefois lever le doute sur la véritable motivation qui se trouve derrière ce déplacement du Niger. Puis à sa une, Le Monde aujourd'hui parle de gaffe diplomatique. Massaoudou Assumi, un champion hors norme. Écrit en gros le journal à sa une. Les deux ministres français ont séjourné dans notre pays pour parler de lutte contre le terrorisme, d'où d'ailleurs le rappel des faits que nous avions exposés. À l'occasion de cette visite des deux ministres français, Assumi Massaoudou s'est érigé en avocat, défenseur acharné de la France, en s'attaquant avec une hargne déconcertante au Mali, et particulièrement contre ses autorités incarnées par la junte militaire au pouvoir, qu'il a taxé de tous les qualificatifs sur un ton méprisant et arrogant. Si le G5 Sahel n'a pas fonctionné depuis sa création, c'est par la faute du Mali. Épicentre de la crise sécuritaire au Sahel, c'est le Mali qui a décidé de ne plus parler à personne. Le ministre français des Armées a dit que le gouvernement de fait du Mali n'a pas voulu leur parler. Les conditions politiques ne sont pas aussi réunies parce qu'ils travaillent avec des mercenaires. Mais nous ne désespérons pas de voir le Mali revenir, de sortir de cette situation que les autorités ont choisie pour le peuple malien, et je pense contre les intérêts du peuple malien, rapporte le journal à sa une. À propos toujours du même sujet, le journal Écho du Monde rapporte dans ses titres que le Niger est le point d'ancrage de l'impérialisme français au Sahel. Lors de son discours aux armées le 13 juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a dévoilé sa nouvelle stratégie en Afrique, ce qui, selon notre humble avis, écrit le confrère, permettrait à la France d'être moins visible en Afrique, ce qui réduirait certainement
certainement pour lui les sentiments anti-français qui ne font que monter en Afrique pour ne jamais cesser les critiques acerbes contre la politique française en Afrique et surtout au Sahel où leurs intérêts ne sont plus à démontrer. Le président français a dit en substance que c'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs moins posés et moins exposés, réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines. Ce qui a valu, selon le journal, le coup à la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna et son homologue des armées, Sébastien Lecornu, de prendre leur vol pour le Niger, juste après le défilé du 14 juillet, commémorant le débarquement de Normandie. Les Français sont conscients que les Africains exigent d'eux un changement de méthode et d'approche au risque de tout perdre en Afrique. Aussi, les Français sont conscients de leur échec au Sahel, car la lutte contre le terrorisme comme ils le font ne peut pas réussir dans un contexte où les chefs djihadistes se servent de la pauvreté des Sahéliens pour recruter leurs soldats. La France, dans sa nouvelle stratégie, écrit le journal plus loin, ne veut plus être visible en première ligne dans le commandement et les prises de décision. Aussi, la France décide d'écouter les Nigériens et de les satisfaire dans toutes leurs sollicitations. Le Niger ne mérite pas mieux que ça pour avoir accepté de jouer un rôle incontournable de soutien à l'impérialisme français, ce qui restera à jamais dans les annales de l'histoire sous le magistère des trois régimes de la Renaissance. Dans tous les cas, précise le journal, on peut penser que la France est en train de comprendre qu'il fallait changer d'épaule à son fusil ou changer sa façon de s'asseoir en Afrique ou sa manière de traiter ses affaires avec les Africains. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le baccalauréat session 2022. Le journal Niger Inter Hebdo nous rapporte dans ses titres que ce sont 86 830 candidats qui sont répartis dans 202 centres à la recherche du parchemin. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 ont débuté le lundi 18 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ils sont 86 830 candidats répartis dans 202 centres dissimulés sur l'ensemble du territoire national, toutes séries et toutes spécialités confondues qui vont se lancer à la quête du premier diplôme universitaire du Niger. Cette année, l'effectif des candidats est en progression de 5,71% par rapport à celui de l'année 2021, écrit le journal. Parmi les 86 830 candidats, les filles sont au nombre de 33 950, soit 39,10% du total. Les candidats libres sont au nombre de 14 565, représentant une proportion de 16,77%. De nouvelles localités abritent à compter de la session 2022 pour la première fois de leur histoire des centres d'examen. Il s'agit de Ingal, Agadez, d'Ankasari Dosso, Jiratawa, Maradi, Tamaské, Tawa, Ayeru et Nomaro, Tilaberi, Dungas et Tirmini, Zender. Tous les jurys sont en place et prêts pour la tenue des examens comme prévu, a rassuré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PhD Mamour Jibo. D'ores et déjà, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session, a rassuré le ministre de l'Enseignement supérieur qui a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, et du Premier ministre Oumoudou Mamadou qui sont fortement attachés à l'organisation d'examens propres dans notre pays. En effet, précise le journal, à l'image des années antérieures, les autorités nigériennes ont pris toutes les dispositions pour lutter contre ces facteurs. La lutte contre la fraude doit être le leitmotiv pour chaque intervenant, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur, soulignant qu'en vertu de cette préoccupation constante, en rapport étroit avec la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'SIA, et les forces de défense et de sécurité ne ménageront aucun effort pour traquer toute personne ou groupe de personnes qui se rendraient coupables ou complices de fraude de quelque façon que ce soit, a-t-il prévenu. Il y va de la crédibilité du baccalauréat nigérien et de la qualité de notre système éducatif, assurément de notre enseignement supérieur, a-t-il souligné. Zone inondable, de sérieuses menaces sur les populations riveraines, nous apprend pour sa part Canard en Fury. Le Canard en Fury qui rapporte que pour cette année, les prévisions annoncent encore
des pluies diluviennes susceptibles de provoquer de gigantesques inondations. On observe certes une certaine stabilité au niveau du camp des sinistrés de Seno. Cependant, précise le journal, selon les informations officieuses, plusieurs des locataires de ces camps auraient déjà vendu leur terrain pour se réinstaller sur les zones inondables, ce qui est somme toute vérifiable car à faire un tour à Kirkisoy ou à Bangabana, on constate que les ruines des maisons ont été systématiquement retapées. Certains jouent le double jeu. Ils sont présents sur le camp et aussi sur les zones d'où ils ont été déguerpis. Ce comportement pas du tout juste n'est pas de nature à enrayer l'effet des catastrophes naturelles, notamment les inondations. Au fait, le journal estime qu'il revient aux autorités communales de mener un travail de fourmi sans complaisance pour identifier les contrevenants. Il faudrait systématiquement sanctionner les contrevenants car il s'agit d'un élan de fraude organisée conduite le plus souvent avec la complicité de certains agents véreux de la mairie centrale et communale. Les zones déclarées inondables doivent être dégagées, conclut le journal. Et pour finir, cette note nécrologique, le hérisson rend un hommage à l'homme de Kornaka, STJ, l'homme de toutes les générations. De Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. Le vieux Jacou, comme nous l'appelons, n'est plus. Il s'en est allé le lundi 18 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de Niamey. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 21 juillet 2022 dans son village natal de Kornaka, région de Maradi. Aussitôt, la triste nouvelle a annoncé que plusieurs personnalités politiques, au premier rang desquelles le président Mohamed Bazoum, lui ont rendu un vibrant hommage. Que doit-on retenir de STJ Sanusi Tambari Jacou? Tout, absolument tout en lui est intéressant pour dire que sa vie aura été bien remplie. Enseignant, économiste, écrivain, politicien, il est d'une grande culture générale. Débatteur hors pair, il fut toujours disponible pour toutes les sollicitations et surtout les médias, dès lors qu'il s'agit d'éclairer ses concitoyens sur tous les sujets de préoccupation nationale. On garde en souvenir ses interventions à l'Assemblée nationale. Député, il avait croisé le fer avec beaucoup d'hommes politiques dans l'enceinte de l'hémicycle, sans un seul jour faiblir. Faisons perdre la face à ses vis-à-vis avec comme seule arme la force des arguments. Sa plus grande qualité, dira de lui ceux qui le connaissent, est de ne jamais garder rancune contre son prochain. Alors qu'à la conférence nationale souveraine, on s'attendait à le voir se déverser sur le régime Kounté qu'il a embastillé pendant plusieurs années, le privant des jouissances de sa jeunesse. STJ eut des mots mesurés, allant souvent à la surprise générale, à une appréciation positive de certains pans de la gestion du régime d'exception, pourtant au centre de toutes les critiques de l'époque. STJ, c'est aussi l'homme de toutes les générations. Autrement dit, malgré ses 80 ans, il reste très proche des jeunes. Aussi est-il fréquent de voir à ses côtés jeunes étudiants, syndicalistes, politiciens et autres acteurs de la société civile avec lesquels il n'hésite pas à partager ses connaissances et son expérience. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.